Interpares, numéro 31. Et ça fait 3 jours qu'en fait j'ai prévu de faire plusieurs vidéos et que je repousse. Et je voulais vous parler de ce livre que j'ai fini de lire il y a 3 jours, The Spider King's Daughter, de Chibundu Onutso. Chibundu Onutso, c'est une jeune autrice nigériane. Elle avait 21 ans quand ce livre est paru, en 2012, et depuis, elle a publié un autre livre en 2016, Welcome to Lagos, que je n'ai pas lu. Alors, quand The Spider King's Daughter est paru, je n'ai pas été au courant tout de suite, mais j'ai fini par acheter ce livre il y a, je pense, maintenant facilement 3 ou 4 ans. Et il est sur ma pile de livres à lire. Et je refusais désespérément de le lire, je ne sais pas pourquoi, ça arrive parfois, vous savez, il y a des livres qu'on achète et puis 3, 4 ans après, on se rend compte que on ne les a toujours pas lus. Et je pense que ça vient de pas mal de choses, la quatrième de couverture, la couverture elle-même, plein de choses qui me retenaient, qui me donnaient l'impression que finalement, c'était pas un livre pour moi, ce qui veut rien dire, mais enfin, c'était pas un livre vers lequel j'allais aller de moi-même. Et en fait, c'est évidemment, et c'est pour ça que je fais une vidéo Interpares à ce sujet, j'avais évidemment tort, c'est un livre qui est très bien. Et il y a un élément par lequel je vais commencer, ce sont les dernières pages, les acknowledgements, comme souvent dans la tradition éditoriale, on va dire, anglophone, mais on va dire globalement américaine et britannique, ici c'est Faber and Faber, c'est donc un éditeur anglais, il y a les acknowledgements, les remerciements, et même d'ailleurs pour les travaux universitaires, les essais, etc. On a parfois des pages et des pages, j'exagère, mais en tout cas des paragraphes et des paragraphes entiers de remerciements aux différentes personnes qui ont pu donner des éléments, qui ont pu soutenir l'auteur, l'autrice pendant son travail, etc. Et c'est une tradition maintenant très ancrée, c'est systématique depuis maintenant assez longtemps, y compris pour les ouvrages de fiction, la poésie, etc. Dans le monde anglophone et dans le monde francophone, on trouve quand même assez rarement ça, et notamment pour les œuvres de création. Il y a parfois une dédicace, à mon mari, à ceci, à cela, à mes enfants, mais ça ne va pas tellement plus loin. Et on le voit parfois, mais ça ne va pas tellement plus loin. La raison pour laquelle je parle de ça, et c'est pas du tout une digression, c'est que ici, la section d'acknowledgements, elle commence ainsi. It takes a whole village to write a book, so I'd like to acknowledge some of the villagers who helped along the way. Many thanks go to... Et donc ensuite, il y a une vingtaine de noms qui sont crédités en quelque sorte, qui font l'objet des remerciements. Et je sais qu'il y a parfois, parce qu'on se croit toujours plus fort que tout le monde en France, et que bien sûr, dès qu'il y a quelque chose qu'on voit dans l'édition anglophone et qui n'est pas tellement la norme dans l'édition francophone, on se dit, ah voilà, oui, c'est les Américains, c'est la... En fait, c'est complètement débile. D'abord parce qu'on est loin d'avoir raison sur toute la ligne, y compris en esthétique et en mode éditoriaux, on va dire. Mais en l'occurrence, sur ce point-là, moi je pense que c'est tout à fait fondamental. Et le fait qu'elle le réafricanise en quelque sorte d'une manière qui peut paraître un peu facile, mais qui, je crois, est vraiment profondément vécue par elle, c'est « It takes a whole village to write a book », cette idée de l'ouvrage collectif, l'idée qu'en fait l'écrivain est aussi le produit d'une société, le produit d'un milieu, le produit d'une famille, bien entendu. Et de le mettre comme ça, finalement, ça permet de réconcilier toutes les traditions, puisqu'il y a quand même un seul nom sur la couverture, et c'est le nom de l'autrice, de la romancière Chibundu Onutso, j'y arrive pas. Et donc, il y a cet aspect-là qui, moi, me paraît assez intéressant, et donc beaucoup plus vrai que la fiction un peu française de l'écrivain, l'écrivaine, isolé dans sa tour d'ivoire, dont finalement tout le texte n'est produit que par lui-même ou par elle-même. Il y a cette idée, en fait, justement, d'un écrivain, et surtout d'un texte qui se nourrit d'une multitude d'influences. Et au fond, ça remet en avant la question du texte et ça met à l'arrière-plan la question de l'autorité, de l'octorat, du fait qu'il y a un ou plusieurs auteurs, autrices, et même si évidemment son nom est sur la couverture, néanmoins il y a cette idée que finalement ce qui compte c'est le texte, qu'il est difficile de savoir de quoi ce texte, et de qui surtout, et de quelles sources et de quelles origines ce texte s'est nourri. Donc ça n'est pas revenir sur le droit d'auteur, c'est pas ça du tout, mais c'est repenser cette question de la production du texte dans un sens finalement qui revient au structuralisme finalement, d'une manière un peu étonnante finalement. Bon, ça peut paraître un point mineur et c'en est un, mais enfin je voulais parler de ça et ça va déborder largement des 10 minutes, je le vois d'ores et déjà. Alors le roman est très beau parce qu'il y a déjà cette structure double qui est tenue du début à la fin. La structure double, c'est quoi? C'est que le roman qui se passe à Lagos, donc dans la grande ville, attention, ça n'est pas la capitale, l'immense mégalopole nigériane fourmillante de vie et de corruption et d'aventures un peu toujours aux marges de la légalité. Ça se passe à Lagos, dans
l'époque contemporaine, donc ça se passe dans les années 2010, et en fait, la structure, oui, c'est de ça que je voulais parler, je vais y arriver. Chaque chapitre, et les chapitres sont parfois assez brefs, puisque ça fait un petit peu moins de 300 pages, et il y a une quarantaine de chapitres, chaque chapitre se divise en deux, sauf les derniers chapitres, où c'est encore beaucoup plus haché. Il y a à chaque fois la voix d'un des deux protagonistes à la première personne, et la voix de l'autre protagoniste. Une jeune fille, une adolescente même, elle va encore au lycée, et un jeune homme, 18 ans seulement, qui est contraint d'être un vendeur à la sauvette en bord de route suite à quelque chose que l'on découvrira et qui est qu'en fait, suite à la mort accidentelle, peut-être pas accidentelle, de son père, toute sa famille s'est retrouvée ruinée et alors qu'ils étaient extrêmement puissants et riches, ils se sont retrouvés complètement dépossédés à habiter dans les quartiers des pauvres avec les pauvres et donc bien sûr renoncement à l'éducation, renoncement aux études supérieures et se retrouver à exercer des petits métiers pour essayer de subsister. Et donc ces deux personnages, des adolescents encore tous les deux, se rencontrent. Elle est super riche, c'est la fille d'un des hommes les plus puissants du pays. Il a un poids économique et du coup politique très important. Il vit dans une espèce de palace complètement hallucinant avec X parties, X chambres, X pavillons, etc. Une piscine d'extérieur, une piscine intérieure, etc. Bien entendu, tout entièrement muré avec des gardiens privés, une société de gardiennage, etc. Donc il y a toute cette situation économique et socio-économique très particulière au Nigeria, qui est souvent d'ailleurs décrite dans d'autres romans nigérians. Je pense par exemple à Lagoon de Nnedi Okorafor, dont j'ai déjà parlé. Peu importe. La structure donc c'est une voix à chaque fois, ou plus exactement une alternance de voix, mais à l'intérieur d'un même chapitre. Et je disais tout à l'heure que ça tient la route, et c'est ça qui est le plus impressionnant. C'est-à-dire qu'au bout de 5-6 chapitres, on commence à se dire, oh là là, mais oui, ça va pas tenir, parce qu'il y a cette espèce d'idée qu'à chaque fois, la même scène est racontée des deux points de vue. Là où ça tient très très bien la route, et c'est ce dont je vais parler après, c'est que déjà, le roman nous surprend parce que on croit qu'il va raconter quelque chose, il raconte autre chose. Je vais y venir. Mais il y a aussi le fait qu'il y a une variation narratologique vraiment extrêmement fine autour de ce modèle-là. Et je viens de découvrir en faisant 2-3 recherches, je n'avais pas du tout cherché ça, qu'elle avait 21 ans, donc entre 17 et 20 ans quand elle a écrit ce livre. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment époustouflant et vraiment magistral. La question, c'est que parfois, dans certains chapitres, la voix de la jeune fille et la voix du jeune homme racontent la même scène au même moment, mais chacun de leur point de vue. Et puis à d'autres moments, la deuxième voix, souvent celle du garçon, va raconter la suite, ou va raconter ce qui se passait pendant, mais ils n'étaient pas ensemble, ou va raconter le moment juste avant, ou va raconter juste un fragment. Donc voilà, c'est ça qui est très intéressant, c'est la manière dont ça découpe le temps narratif de manière radicalement différente. Donc il y a tout ce redécoupage. C'est pas extraordinairement original, je ne suis pas en train de dire ça, mais l'originalité pour l'originalité n'a pas d'intérêt. Ce qui est très bien, c'est la manière dont ça fonctionne et la manière dont ça crée toute cette espèce d'espace de dissonance entre les deux expériences, entre les deux aventures. Parce que, et c'est ce que j'annonçais tout à l'heure, le roman, il est aussi extrêmement réussi parce que pendant une petite centaine de pages, on a l'impression que ça va être une histoire d'amour un peu traditionnelle, entre, pas entre la belle et la bête, mais entre la super riche et le super pauvre. Et puis en fait, c'est pas du tout un roman à l'eau de rose. Ça épouse, et c'est ça qui est très très fort, pendant les 10-15 premiers chapitres, ça épouse tous les codes du roman à l'eau de rose, du conte. On se dit, ok, il va y avoir un peu de satire sociale dedans, mais c'est quand même, ça va être un peu mièvre, tout ça, très bien fait, mais un peu mièvre, et en fait, pas du tout. Et c'est là où justement, le lecteur se trouve complètement trompé, dupé, manipulé, et s'en rend compte progressivement, parce que ça bascule dans le thriller politique et financier. Et là, moi, ça m'a un peu fait penser à un des meilleurs films, selon moi, d'Almodóvar, qui est Carne Tremula. Je ne parle pas espagnol, donc je prononce sans doute très mal. Et donc c'est très habile, c'est extrêmement puissant, cette manière dont finalement le livre glisse vers autre chose, dont presque le récit se casse pour aller vers autre chose. Et c'est là où justement Chimundu Anuso, elle rejoint ces deux fils. C'est-à-dire c'est parce que le récit bascule vers quelque chose d'apparemment inattendu, mais évidemment tout était prévu et emboîté dès le début. Quand on relit, moi j'ai relu du coup les premiers chapitres, je me suis dit, bah oui, effectivement, je me suis fait avoir. Et donc, et c'est à cause de ça que cette alternance des voix, elle n'est pas répétitive. Parce que il y a d'abord toute l'enquête politique, toute la volonté de se venger de ce jeune homme, qui va finir par prendre le pas sur l'histoire d'amour. Je n'en dis pas plus, et j'ai pas dit grand-chose, donc je vous ai pas spoilé grand-chose là, mais c'est ça qui est vraiment
très fort. Donc c'est à l'arrivée un très grand roman nigérian, selon moi. Si on veut avoir un exemple de la manière dont la structure double est très réussie, il faudra aller chercher à lire le chapitre 16, par exemple, autour de la page 113 dans l'édition anglaise. Pour une fois, j'ai vérifié, le livre a été traduit en français, sous le titre, je crois, la fille du roi araignée, je crois, tout simplement. C'est disponible en 10-18, et je crois que la traductrice s'appelle Sylvie Streeter ou quelque chose comme ça. Bon, j'essaierai de remettre toutes les données en dessous. Donc vous n'êtes pas condamné à le lire en anglais si vraiment vous ne voulez pas lire en anglais. Ça existe en français, mais en revanche, je ne connais pas du tout la valeur de la traduction. Et donc il y a cet aspect-là qui est très présent dans ce chapitre 16. C'est un très grand roman nigérian, pour moi, enfin un grand roman nigérian, un texte très intéressant. Du coup, moi je vais aller voir et aller lire Welcome to Lagos, parce que ma curiosité est vraiment titillée par ce texte, qui mêle justement toute cette espèce de reprise de plein de genres différents, qui travaille et qui manipule et qui reprend tous les codes du roman à l'eau de rose, du roman politique, du roman social, de la satire sociale, qui refont tout ça, et puis même un petit peu de déplacement du village novel dans le township novel. Enfin, il y a tous ces aspects-là qui sont vraiment très, très intéressants. On peut regarder le bas de la page 66 pour ce qui est de la satire sociale de cette fille du roi araignée. Et la chose qui un petit peu m'a pas du tout dérangé pendant toute la lecture, c'est la manière dont le pouvoir patriarcal, il est pris en charge par le personnage féminin, et où c'est finalement le personnage masculin qui incarne la dépossession, les victimes de la corruption, etc. Donc il y a tout ce côté quand même, et c'est très curieux que ce soit une femme, une jeune femme qui ait écrit ça, parce que finalement il n'y a pas du tout de critique du système patriarcal, si ce n'est à dire que justement elle est Spider King's daughter, donc effectivement elle est du côté du mal, elle est du côté de la corruption, elle est du côté du pouvoir dans tout ce qu'il a de plus néfaste, parce qu'elle est l'émanation de son père. Mais néanmoins, c'est quand même assez dérangeant du point de vue de la lecture féministe qu'on pourrait en faire, je pense. Bon, peu importe. Je lis 2 extraits. Page 66, début du chapitre 11. I nearly drove past him. I've only ever seen him in greys and once whites. It didn't occur to me that the boy in the hot pink shirt could be my hawker until he waved. I would have laughed at anyone else, but the shirt looked new, or at least seldom worn. Hi, he said when he climbed into the car, and he didn't say much until we reached the gates. There, the guards tried to embarrass me. Despite the bright sunshine, they flashed their torches into my driver's face. Then the beam was directed at us. Who is there? The buffoon. Couldn't he see me in the back of the car? Wasn't that enough to guarantee anyone else? Please open these gates. I don't have time for this. We need to know every person that enters this house. Whose house is it? That silenced him. Put Abike and friend on your list. Open these gates. Your daddy said, now please. Et donc là, on a un exemple raconté par la fille elle-même, par Abike elle-même, que voilà, elle a le pouvoir et donc elle utilise son pouvoir de parole et son pouvoir symbolique pour s'affranchir des codes et évidemment pour donner des ordres à tout le monde et pour se comporter en petit tyran domestique. Mais c'est très bien. C'est très bien vu. Je voulais le dire, j'avais noté aussi page 250. C'est pendant la grande soirée qui un petit peu sert de point de fuite, sinon de clôture au roman. Et donc là, ça fait partie des passages où on a une alternance beaucoup plus rapprochée, beaucoup plus hachée des différents points de vue. Hein. Les italiques, c'est Abike, c'est la jeune fille, et quand c'est en romain, c'est le garçon. He's not hungry. I refuse to eat in this house. All this Chinese food and he says he's not hungry. We separate and I continue to mingle with my guests. Leah, I love that shade of red on you. I scan the crowd. There is no sign of Wale, or the chief, or any of Abike's half-siblings. It is to be expected. Oddly, I am disappointed. Ikemba, I'm glad you brought your new girlfriend. She wasn't on the guest list, but it's always nice to see a new face. 3 years ago, I knew nothing but a diluted version of this sheltered extravagance. Food that 3/4 of the population would never taste. Clothes from places the average Nigerian had never even heard of. Je m'arrête là parce que je parle trop longtemps et j'ai pas fait encore mon petit prolongement. C'est interpares.
Et c'est pour dire que ce livre de Shibundo Onuso, ce premier roman de Shibundo Onuso, m'a fait penser aussi dans l'utilisation des codes, de la manière dont la richesse, l'immense richesse de ces milieux privilégiés, ceux dont il était question dans l'extrait que je viens de lire, m'a fait penser en fait à Nollywood, à l'industrie cinématographique nigériane, qui est extrêmement florissante depuis quelques décennies maintenant et qui a vraiment beaucoup décollé depuis une dizaine d'années, qui est en train de sortir en partie seulement de l'amateurisme et surtout de la pauvreté technologique, et oui, et de l'absence de professionnalisme aussi dans le jeu, autant que dans la technologie. Et ça m'a fait penser en fait à un extrait de ce livre de Nou Saro-Wiwa. Nou Saro-Wiwa, c'est une des filles de Ken Saro-Wiwa, et elle a écrit ce livre qui est un essai, qui est un peu un carnet de voyage au Nigeria, qui est son pays d'origine, mais où elle vit très peu, où elle n'a jamais vécu de manière continue. Et donc elle s'y promène à moitié comme étrangère, puisqu'elle n'est pas vraiment nigériane. Et donc il y a plein de choses sur lesquelles regarde un peu comme une occidentale, même si j'aime pas employer ce mot et je mets beaucoup de guillemets autour. Mais en tout cas comme quelqu'un qui ne vit pas au Nigeria, comme une expatriée. C'est un peu cette histoire, cette idée-là, c'est une bintu un peu. Et donc il y a tout ce côté-là, et donc les différents chapitres s'intéressent à différents endroits. Elle va dans un certain nombre de villes, elle va à Abuja, elle va un peu partout. Elle s'intéresse à plein de choses différentes, au parc d'attractions, à la vie des gens qui sont obligés de faire 2-3 heures de route le matin et le soir juste pour aller bosser. Enfin, ce qui est beaucoup décrit aussi dans The Spider King's Daughter. Et donc il y a tout ça. Et donc elle parle aussi de Nollywood. Et voilà ce qu'elle dit de Nollywood. The gallery on Victoria Island excited me in particular. It housed Nigeria's first multiplex cinema which Praiseby was showing a Nigerian Nollywood movie. I never thought I'd see the day when Nigeria would make its own films and show them at such a venue. 20 years ago, our film industry didn't even exist. Today, Nollywood thrives, but mainly on DVDs in homes and restaurants. Cinemas are a rarity, especially in southern Nigeria. Having seen a handful of Nollywood movies myself on DVD, I couldn't resist the novelty of experiencing Nollywood on the giant silver screen. I was intrigued as to whether the film quality would match the grandeur of the venue. I settled down in an almost empty afternoon auditorium, a bag of popcorn between my knees, and munched excitedly as the opening credits of Mission to Nowhere illuminated the screen. A woman a few rows ahead of me chatted on a mobile phone, while two stewards talked audibly in the front corner, a veritable whisper by Lagos standards. The film was the best Nollywood movie I'd seen in terms of cinematography. Good close-up camera angles and cameras held steady on tripods, even though the sound was still rather tinny, as if boom mics were absent. The film's murder mystery plot wasn't particularly Nigerian, the musical score was American, and the characters all had English names. There was a heavy US influence throughout. The plot, which unfolded throughout the police detective's eyes in a first-person narrative, was linear, to say the very least. Each murder suspect and the other characters were introduced to the audience only at the time of their arrest. Still, the unusual technique had a surprisingly suspenseful effect. Et je ne peux pas lire en entier, mais ce qu'elle montre aussi d'un certain point de vue, et c'est en ça que le livre de Onuso, il me plaît, parce qu'en fait, il n'est pas entièrement formaté. Il y a trop de, moi je trouve, de jeunes romanciers, romancières originaires d'Afrique, ou qui ont même vécu, ou qui vivent encore en Afrique de l'Ouest, ou en Afrique subsaharienne, ou qui ont, depuis longtemps, depuis l'enfance, depuis l'adolescence, etc., se sont installés avec leur famille aux États-Unis, en Angleterre, etc., et qui écrivent parfois des textes très formatés, parce que ce sont des textes qui sont modelés selon des codes de creative writing assez formatés, assez standardisés, et on le sent parfois, et ça peut faire partie de certains reproches que je peux faire à certains textes que j'aime beaucoup par ailleurs, de cette génération-là qui a commencé à écrire il y a 10-15 ans, ou à publier il y a 10-15 ans. Et dans celui-là, il n'y a pas ça du tout, à savoir qu'il y a une espèce comme ça de... À la fois, c'est très 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 orchestré, il y a vraiment plein de principes structurels très intéressants, et c'est vraiment totalement, on va dire, légitime, c'est pas du tout, comment dire,
ça n'est pas, voilà, c'est pas gratuit, voilà, c'est le terme que je cherchais, ça n'est pas gratuit. Et il y a quelque chose de ça dans ce qu'elle dit, dans ce que Noo Saro-Wiwa dit des films de Nollywood les plus réussis, c'est ce côté finalement extrêmement efficace, même des choses qui pourraient paraître maladroites. Et là, effectivement, le fait que ça aille que ça sombre de la romance, que ça passe de la romance, du roman à l'eau de rose vers un mode qui est plus celui du thriller, ça pourrait paraître mal ficelé, etc. Sauf que c'est super bien fait et que les deux plans en fait sont maintenue tout du long, et qu'en fait elle fait travailler le roman à l'eau de rose contre le thriller, et le thriller contre le roman à l'eau de rose. Et ça, c'est sans doute une forme de liberté totale qu'elle s'accorde, en ayant peut-être parlé, justement, et coécrit ce livre, avec tout le village métaphorique dont elle parle à la fin, dont je parlais au début de cette vidéo. Bon, c'est une vidéo trop longue, j'en suis conscient, c'est pas grave, une de plus. La dernière chose que je voulais dire quand même par rapport à une parenthèse dans la parenthèse que j'ai faite tout à l'heure, c'est la question des personnages féminins, du personnage féminin principal, qui est un personnage très ambivalent, j'allais dire négatif, mais très, très ambivalent. Elle est l'objet d'une satire sociale, elle est au centre d'une satire sociale, mais elle est la fille de son père. Elle est désignée dans le titre comme la fille de son père, la fille du roi araignée. Ça reprend aussi toute une masse de contes, principalement Yoruba. Je peux encore moins parler de ça. Mais ce qui m'intéresse, et ce à quoi je n'avais pas réfléchi, sur quoi je n'ai pas fait de recherche encore, mais je le note ici, presque comme une idée à creuser, c'est en quoi ça pourrait se rapprocher des études anthropologiques qui ont pu être faites, notamment dans les années 70-80. Il y a quelqu'un qui s'appelait Ifeoma Amadioumé, qui est une grande anthropologue nigériane, américano-nigériane maintenant, je pense qu'elle est encore en vie, qui a écrit un livre séminal, un livre extrêmement important qui s'appelle Male Daughters, Female Husbands, et dans lequel elle analyse un certain nombre de structures, et c'est surtout chez les Igbo d'ailleurs, de structures dans lesquelles justement, en fait, on a des male daughters, c'est-à-dire des filles qui sont masculines, qui dans la structure anthropologique sociale, assument des fonctions qui sont des fonctions patriarcales, avec toute l'ambiguïté qui découle du fait que ça donne du pouvoir à certaines femmes, mais ça renforce la structure patriarcale. Et puis les female husbands, le fait qu'il y a certains époux qui ont une fonction, qui appartiennent à la sphère féminine, et qui du coup peuvent passer entre les lignes de certains codes patriarcaux et acquérir un autre type de pouvoir. Et voilà, donc je résume très mal, et puis je l'ai lu il y a très longtemps, la dernière fois que j'ai lu... la seule fois où j'ai lu en entier cet essai fondamental d'Amadioumé, ça remonte à il y a plus de 20 ans. J'en ai relu quelques extraits il y a quelques années pour un séminaire de master. Enfin voilà. Et donc il y a toute cette question-là qui se pose aussi. Donc finalement, un livre très riche, puisque voilà, il continue à travailler un petit peu et à ouvrir d'autres pistes quand on y repense. Bien, c'était trop long, mais c'est comme ça.